Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons faire les exercices 7 à 12 du chapitre 2.2. Nous allons donc commencer par l'exercice 7, donc intitulé Encre URL. Dans cet exercice, nous avons une liste de 4 URL. Donc ce que nous devons faire, c'est créer une fonction qui prend une URL comme input et supprime s'il existe tous les éléments après le hashtag. Donc on doit tester les URL précédents. Donc on doit définir d'abord notre fonction. Def, on va l'appeler euh, remove URL. Donc URL. Donc il doit prendre comme argument donc une URL. Donc on va mettre URL en argument. Et donc cette fonction, elle doit nous return quoi? Donc elle doit prendre comme input une URL, ok, ce qu'on vient de faire ici, et qui supprime s'ils existent tous les éléments après le hashtag. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle doit prendre les éléments de l'URL et elle doit les supprimer. Donc on va utiliser la commande split et on va indiquer à Python que l'on split à l'aide du hashtag et on met qu'on sélectionne le premier élément. Donc pourquoi cette commande nous permet-elle de supprimer tous les éléments après le hashtag? Donc tout simplement parce que avec la commande split, donc on va récupérer l'URL et nous allons la séparer. Donc dès qu'il y a un underscore, l'URL va être séparée, les éléments de l'URL vont être séparés en différentes chaînes de caractères et on conserve uniquement le premier élément de la chaîne de caractères. Donc ce qui va permettre en fait de supprimer tous les éléments après le hashtag. Donc on va tester tout simplement ce cette fonction, excusez-moi, donc sur les éléments suivants. Donc, on doit tout simplement rajouter les guillemets et on applique à notre URL. Et donc, nous voyons que il y a un hashtag ici, donc notre code normalement doit supprimer tout ce qui se situe après le hashtag. Donc, c'est bien ce qu'il fait étant donné qu'il affiche www.codewar.com. Qu'on a bien réussi à supprimer tous les éléments après le hashtag. Donc ici on teste avec la deuxième URL, excusez-moi. Donc on appelle notre fonction remove URL. Tac, tac. Et donc on voit bien qu'il récupère l'URL telle quelle car il n'y a aucun élément, aucun séparateur de type hashtag. Donc c'est ce qui nous permet donc de finir l'exercice 7. Maintenant nous allons passer à l'exercice 8. Dans l'exercice 8, nous devons créer une fonction qu'on appelle final grade qui calcule la note finale d'un étudiant en fonction de deux paramètres. Donc une note pour l'examen, qu'on va noter E dans notre cas, un nombre de projets réalisés que l'on va noter P. Cette fonction elle doit prendre donc deux arguments, donc c'est ce qu'on vient de vous dire précédemment, examen, donc note pour l'examen de 0 à 100, projet, donc nombre de projets achevés, qui va de 0 à autant que possible. Donc cette fonction doit retourner un nombre, donc entre parenthèses note finale. Il y a quatre types de notes finales en fonction du nombre de projets réalisés et de la note à l'examen. Donc dans le cas où l'étudiant a une note supérieure à 90 et un nombre de projets achevés supérieur à 10, il a 100. Si l'examen est supérieur à 75 et P supérieur à 5, 90 comme note, 75 si l'examen est supérieur à 50 et si le nombre de projets achevés est au minimum de 2, 0 sinon. Donc premier élément, on doit créer une fonction final grade. Donc def final grade, ok. Donc qui a deux arguments, donc l'examen et projet, donc E, P. Ensuite je mets deux points pour indiquer à Python les instructions de ma fonction. Donc on a tout simplement un if. Donc si la note de l'examen est supérieure à 90, donc ça veut dire if E supérieur à 90 ou si un nombre de projets achevés supérieur à 10, donc c'est un OR, donc c'est supérieur à 90, donc strictement OR P supérieur à 10, donc la fonction doit nous return comme note 100, donc c'est ce qu'on a ici. Ensuite, sinon, donc si cette condition n'est pas vérifiée, on a un sinon. Donc sinon, il doit nous retourner 90 si ces conditions sont vérifiées. Ok? Alors, ce qui veut dire else if, donc si E est
supérieur à 75, d'accord? Et il faut que E soit inférieur à 90, donc strictement inférieur, donc ou égal, excusez-moi, à 90, ok? Et il faut qu'on ait un nombre de projets au minimum de 5. Donc end P supérieur ou égal à 5. Donc dans ce cas-là, la note que doit avoir l'étudiant est 90. Donc la fonction doit nous return 90. Sinon, on a la troisième ligne que nous devons traduire en langage informatique. Donc nous avons else if. Donc si la note est supérieure à 50, donc E supérieur à 50 et la note, en gros c'est la note doit être comprise entre 50 et 75. And E inférieur ou égal à 75. And je dois avoir un nombre de projets au minimum de 2, donc c'est P qui doit être supérieur ou égal à 2. La fonction doit me return 75 comme note. Dans tous les autres cas, donc c'est-à-dire on a un else, la fonction doit me return 0. Ok? Donc une fois que j'ai fait ma fonction, je vais appliquer ma fonction à un ensemble E et P. Donc j'appelle ma fonction. Disons que je mets que j'ai fait j'ai une note de 100, donc disons une note de 95 et un nombre de projets égal à 12. Donc j'ai une note de 100 tout simplement parce que j'ai un E qui est supérieur à 90 car il est égal à 80, 15 excusez-moi, et j'ai 12 projets réalisés. Donc il m'affiche bien 100 comme résultat. Et disons que j'ai 76 à la note de l'examen, ou 80 plutôt. Voilà le résultat qui est affiché. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 9. Donc dans l'exercice 9, nous allons devoir supprimer les mots en double dans une liste. Donc il faudra au préalable transformer l'entrée que l'on a dans une liste. Donc en gros, ce qu'on doit avoir, c'est qu'on a une entrée, donc alpha, bêta, bêta, gamma, delta, alpha, bêta, bêta, gamma, gamma, delta, et on a une sortie où on voit bien qu'on a réussi dans cette sortie à supprimer donc à supprimer les éléments redondants. Ok? Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va tout d'abord définir notre fonction. Donc on va appeler remove duplicates words. Donc et cette fonction va dépendre d'un paramètre s, donc qui seront les différents éléments de la chaîne de caractères. Ensuite, donc ce que nous devons faire, donc c'est afficher le return de la fonction. Donc la première étape dans cet exercice consiste à transformer notre entrée, donc nos éléments en entrée, en une liste avec des éléments uniques. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la commande set. Donc nous avons set s.split et donc comment doit-on splitter? On va splitter en fonction d'un espace. Donc on va mettre ce qui permet de splitter, c'est l'espace. Ensuite, on doit indiquer euh, ensuite, on doit sorted, donc pour réussir à trier donc les différents éléments de notre chaîne de caractères que nous venons d'obtenir. Donc on va sorted et on va rajouter la clé s.index. Ok. Ensuite, dans le dernier, une fois que nous avons récupéré chacun des éléments individuels, donc les différents éléments uniques donc de notre entrée, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on les joigne un à un afin de les afficher. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on join. Et donc on va join en spécifiant à Python le séparateur pour joindre les différents éléments. Donc ici, nous indiquons à Python que notre séparateur est un espace. Donc on définit la fonction remove duplicate words qui dépend du paramètre s, donc qui est chacun des éléments de notre entrée, donc par exemple alpha, bêta, gamma, etc. Donc ce que Python va faire, donc c'est qu'avec la fonction set,
Il va réussir donc à supprimer les éléments uniques donc de notre liste et on va splitter donc en fonction de l'espace donc des différents éléments. Et ensuite, on va joindre tout cela avec l'aide d'un espace. Donc maintenant, nous allons passer donc à l'exercice 10. Dans l'exercice 10, donc intitulé Survivre au requin, donc en fait, on a un ami qui nous invite sur un ponton flottant à 1 km de la plage. Donc il y a un toboggan qui vous propulse directement dans l'océan et donc en gros, il y a un requin dans cet océan. Et vous avez de fortes capacités de calcul mental, donc ce qui vous permet de calculer en fait la distance du requin, la vitesse du requin, la distance du ponton, ma vitesse, et ensuite on a un booléen, donc qui, s'il est vrai, va permettre de réduire de moitié la vitesse de nage du requin, car le dauphin l'atteindra. Donc notre fonction doit retourner ouf, vous êtes sain et sauf si vous arrivez au ponton avant que le requin vous morde, sinon votre fonction doit retourner tout simplement le requin se régale. Donc dans notre fonction, on va tout simplement commencer par définir notre fonction en fonction et en fonction des différents paramètres. Donc def vs requin, donc qui a différents paramètres, donc à savoir donc la distance au ponton, la vitesse du requin. Alors, distance requin plutôt pour commencer. Donc distance requin, vitesse requin, distance ponton, votre vitesse et dauphin, donc le booléen. Donc en gros le booléen il prend soit la valeur true, donc si la condition est remplie, et false sinon. Donc ensuite nous avons deux points. Donc dans un premier temps nous devons coder notre booléen. Donc en gros, le booléen donc dauphin va se coder de la façon suivante. Donc if dauphin, deux points, on doit diviser par 2 la vitesse du requin. Donc la vitesse du requin est égale à son ancienne vitesse divisé par 2. Ensuite, afin de savoir, alors excusez-moi, donc afin de savoir ce qui se passe, il faut que afin de savoir si on va réussir à s'échapper vis-à-vis du requin, il faut tout simplement que nous calculions le temps qu'il nous faut pour atteindre le ponton et le temps que le requin met pour atteindre le ponton. Donc le requin temps, c'est tout simplement la distance entre le requin et le ponton donc, et la vitesse du requin. Enfin, la distance du requin, excusez-moi, oui c'est bien ça. Et vous avez ensuite votre temps qui est égal à la distance que vous avez au ponton et votre vitesse, donc votre vitesse. Donc tout simplement, c'est très simple, notre fonction, si le temps que vous mettez pour atteindre le ponton, à savoir votre temps, est supérieur au temps que le requin met pour atteindre le ponton, cela veut tout simplement dire que le requin va vous manger. Mais, donc, notre fonction doit return, donc le requin se régale. Donc qui va se régaler si et seulement si. Alors. Donc il va se régaler, excusez-moi, voilà. Donc if votre temps est supérieur au temps du requin, d'accord? Sinon, donc c'est-à-dire sinon c'est votre temps est inférieur au temps du requin, autrement dit, le temps que vous mettez pour aller au ponton va être inférieur au temps que le requin met pour aller au ponton. Donc else, votre fonction va vous return ouf. Vous êtes donc ouf, vous êtes sain et sauf. Maintenant donc nous allons tester notre fonction donc sur un énoncé. Donc on appelle notre fonction enfin, sur des valeurs de paramètres vs requin 12 50 4 8 true. Donc true c'est pour le booléen, donc pour le dauphin, donc ça veut dire que là il y a un dauphin donc qui va ralentir tout simplement
la vitesse du requin. Et donc, lorsque on va... alors, donc il y a un souci. Donc, requin temps, if dauphin, vitesse requin. Alors, requin temps, la distance du requin, vitesse. Donc, Python nous dit qu'il y a un problème d'indentation. Donc, qui fait qu'il n'arrive pas. Donc, indentation does not match any outer indentation level. Donc, c'est bien distance requin divisé par vitesse requin. Ok. Donc nous allons revenir sur cet exercice après. Donc maintenant on va passer à l'exercice 11. Donc dans l'exercice 11, donc on a une grille forfaitaire donc dans la Fast and Furious Driving School. Donc en gros jusqu'à la première heure vous payez 30 euros. Toutes les demi-heures supplémentaires vous payez 10 euros. Donc il y a des frais supplémentaires qui sont calculés en arrondissant à la demi-heure la plus proche. Donc par exemple, si l'élève X a une leçon d'1h20, il sera facturé 1h30. Donc à savoir 40 euros, donc 30 euros plus 10 euros pour les 20 minutes, qu'on arrondit à la demi-heure supérieure. Donc dans le cas où il reçoit une leçon de 5 minutes, par contre on va lui facturer 30 euros pour l'heure complète. Donc en gros, autrement dit, il y a une période de grâce de 5 minutes, donc qui sera gratuite. Donc si vous faites 1h35 ou 65 minutes, vous n'aurez qu'à payer respectivement 1h ou 1h30. Donc et on nous demande pour une heure de cours donnée en minutes, donc min, on doit écrire une fonction qui permet de calculer le coût de la leçon. Donc on va écrire notre fonction, donc on va l'appeler def cost mins, donc le coût de la leçon en minutes. Donc on va initialiser la fonction en fixant un prix égal à 0. On va demander à Python de nous afficher le nombre de minutes. Alors donc normalement notre fonction doit s'appliquer qu'à un nombre de minutes positif. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre tant que nombre de minutes est supérieur à 0, de faire les choses suivantes. Donc tout simplement, si vous faites moins de entre 0 et 65 minutes de cours, le prix va être égal à 30 euros. Donc autrement dit, if means inférieur ou égal à 65 donc minutes, vous allez avoir un prix qui est égal à 30 euros. Ok, donc c'est ce qu'on nous dit ici. Jusqu'à la première heure 30 euros et il y a 5 minutes de grâce. Ensuite, tout simplement, on va tout simplement ensuite, on va tout simplement ensuite, notre compteur, le compteur des minutes, on doit le soustraire. Donc on doit le mettre à jour. Donc les minutes, donc si vous venez de payer pour 65 minutes, donc min égale moins 65. Donc moins égale moins 65. Vous constatez donc que là, ce qu'on vient de faire, c'est mettre à 0 le compteur pour les minutes. Donc, maintenant, on va passer au second cas de figure. Donc, s'il reste encore du temps, une fois que vous avez payé pour 65 minutes. Donc, c'est if, excusez-moi. Donc, si le nombre de minutes que vous avez, qu'il vous reste, moins 65 est positif, ben, vous devez payer 10 euros supplémentaires, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépassé la grâce des 5 minutes, vous devez payer un supplément. Donc, le prix va être égal à, donc plus, excusez-moi, plus égal 10. Donc là, vous allez avoir 10 euros supplémentaires à payer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement mettre à jour également le compteur de minutes, parce que là vous venez de payer pour 30 minutes. Donc c'est min moins égale 30. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, votre fonction doit vous return le price. Donc c'est ce qui nous permet de comprendre donc la fonction. Donc, enfin, de traduire l'énoncé sous forme d'une fonction. Donc j'explique rapidement encore qu'on définit une fonction qu'on appelle cost qui a comme paramètre minute. On initialise donc la fonction avec un prix égal à 0.
Ensuite, donc notre fonction donc, va appliquer tout cela tant que le nombre de minutes est positif. Donc si le nombre de minutes est inférieur à 65, vous devez payer 30 euros. Ensuite, vous mettez à jour votre variable minute en lui soustrayant 65. Donc parce que vous venez de payer pour 65 minutes, donc ou de payer pour 60 minutes grâce de 5 minutes prises en compte. S'il vous reste encore du temps, une fois que vous avez payé 65 minutes, donc min moins 65, vous devez payer 10 euros supplémentaires et ensuite vous mettez à jour le nombre de minutes en soustrayant la demi-heure que vous venez de payer. Donc c'est ce qui nous permet de clore cet exercice. Donc maintenant, nous allons passer donc à l'exercice 12. Donc je vais juste boire un peu d'eau. Ok, donc dans l'exercice 12, nous avons deux variables aléatoires A et B. Ok, donc dont on vous donne les valeurs, donc on doit calculer la matrice H de variance-covariance entre A et B. Donc en fait ce que vous voyez c'est qu'on a deux éléments, donc deux variables aléatoires, donc et ce qu'on doit faire en fait c'est des opérations sur des matrices. Donc on va importer le package NumPy. Et à l'aide de ce package NumPy, nous allons convertir nos différentes variables aléatoires en NumPy array. Ok? Donc vous faites, donc on va créer une matrice A qui est égale à donc un array, d'accord? Donc qui prend les valeurs de A. Donc et vu que c'est sous la forme d'une liste, donc je mets parenthèse pour le NumPy array et je les crochets. Ensuite, je vais créer également une matrice B qui va être un array constitué des valeurs de B. Donc je copie-colle les valeurs de B, d'accord? Donc je vous commente le code. Excusez-moi, donc on importe le package NumPy pour écrire, ouais, donc pour faire des arrêts, donc tout simplement. On crée l'arrêt A, l'arrêt pour la variable A. Ensuite on crée l'arrêt pour la variable B, ok? Donc dans la première question, donc on doit calculer excusez-moi, la covariance entre A et B, donc H. Donc on fait H égale quoi? Ben NP point cov, ok. Cov de quoi? De A et de B. A virgule B. Donc en fait on utilise la fonction cov du package du package NumPy, donc qui va nous permettre de calculer la covariance entre A et B. Et ensuite nous allons print H. Donc on va print la matrice euh, de variance covariance entre A et B. Donc, vu que vous êtes normalement à l'aise avec les histoires de matrice de variance-covariance, sur la diagonale ici, premier élément, vous avez la variance de A, ici vous avez la variance de B, et sur les termes antidiagonaux, vous avez les covariances. Donc, ensuite, dans la deuxième question, on nous demande d'extraire la covariance entre A et B. Donc, si vous voulez, la covariance entre A et B, elle est tout simplement située dans cet élément-là ou cet élément-là. Autrement dit, on est à la première ligne, deuxième colonne. Donc il faut juste que je récupère l'élément situé à la première ligne, deuxième colonne. Donc on va l'appeler covar. Et donc on va, excusez-moi, donc covar on a dit, et donc on va récupérer des éléments de l'arrêt H, et on veut la première ligne, donc c'est 0 et virgule 1 pour dire la deuxième colonne. Parce que souvenez-vous, la numérotation dans Python commence par 0. Donc si vous voulez le premier élément d'une ligne, vous mettez 0 et le 1 ce sera le deuxième élément de la colonne. Donc le premier élément dans HC ici, c'est la ligne, ce qui identifie la ligne. Et ça, c'est ce qui identifie la colonne. Ensuite, on peut print covar. Et on voit bien qu'on a bien récupéré la covariance entre A et B. Ok? Alors, dans une deuxième partie, enfin dans une troisième question, excusez-moi, on nous demande donc de calculer la corrélation entre A et B qu'on appelle R. Donc,
En NumPy, on a encore une commande qui s'appelle core coef, d'accord? Donc qui vous permet de faire la corrélation entre deux arrêts. Donc ici, nos arrêts sont A et B, ok? Donc vous lancez et vous allez voir que vous aurez une matrice de variance-covariance. Donc on print R. Voilà, fantastique. Nous avons une matrice de variance-covariance. Et donc ce qui nous intéresse, c'est la corrélation entre A et B. Oui, donc excusez-moi, ce que vous avez, c'est une matrice de corrélation. Et donc vous voulez tout simplement la corrélation entre A et B, bah, c'est tout simplement cet élément-là. Donc l'élément situé à la première ligne, deuxième colonne. Donc vous mettez crochet 0, 1. Et donc vous printez R et vous trouvez bien la corrélation entre A et B qui vaut 0,07. Donc ça c'est pour la question 3. Ok, donc ensuite nous devons dans la question... Alors, je vais juste save et tout reload pour qu'on puisse bien voir tout. Donc dans la question 4 maintenant, donc excusez-moi, nous étions stats. Ok, donc maintenant on doit calculer la valeur R fois sigma A, sigma B, où sigma A et sigma B correspondent respectivement à l'écart type de A et B, et on nous demande ce que l'on constate, d'accord? Donc on va appeler M la quantité qu'on doit calculer, donc M est égal à quoi? À R. Ensuite, on va multiplier R par sigma A fois sigma B. Donc en gros, il me faut la racine carrée de la variance. D'accord? Donc il y a NP, il y a une fonction qui permet de prendre la racine carrée d'un arrêt. Donc c'est SQRT. Donc NP.SQRT. Donc ensuite, nous ce qu'on veut, c'est la variance, prendre la racine carrée de la variance de A. Autrement dit, on veut récupérer la variance de ce premier élément-là. Donc c'est-à-dire que c'est l'élément 0,0 du arrêt H, ok? Qu'on va ensuite multiplier par la variance, la racine carrée de la variance de B. Donc autrement dit, cet élément-là. Donc c'est-à-dire l'élément situé deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on remplace les 0,0 par 1, 1. D'accord? Donc ce qui va nous permettre d'obtenir in fine le calcul demandé. Et on doit print M. Ok? Et on nous demande ce que l'on constate. Ben, c'est très simple. On remarque très simplement que ce que l'on vient de calculer, M est égal à la covariance entre A et B. D'accord? Donc c'est ce qu'on a calculé à la question 2. Donc vous voyez qu'on a 2,17 et 2,17. Mais en fait tout simplement parce que ça vient de la formule du coefficient de corrélation, car le coefficient de corrélation est égal au ratio entre la covariance et le produit des écarts types. Donc maintenant nous allons passer à la dernière question. Donc la question 5. Donc je réarrange juste rapidement le code pour qu'on voit tout mieux. Ok. Donc dans la question 5, on nous dit qu'on a une variable aléatoire v qui vaut 0,4,06, donc on va la créer. Donc v c'est un np.array, ok. Donc je mets ces éléments, donc à savoir 0,4,0.6. Ensuite on peut check si on a bien notre v. Donc c'est bon, donc on a bien créé notre variable aléatoire v. Donc ensuite, ce que l'on nous demande, c'est de faire le produit matriciel donc de V fois la transposée de A. Donc, et qu'on va appeler ce premier résultat, nous, on se dit qu'on va l'appeler res1. Donc, res1 est égal à quoi? V. Ensuite, le produit matriciel, c'est le hat. Et ensuite, je dois transposer à la matrice A. Donc, il y a une fonction dans NumPy qui est transpose. Donc transpose, donc il va me permettre de prendre la transposée de A. Donc ce qui va me permettre d'obtenir res1. Ensuite, dans un deuxième temps, nous devons calculer res2, donc qui est égal à quoi? Il est égal à la racine carrée de la transposée de V multiplié par H multiplié par V. Donc, tout d'abord, on doit prendre la racine carrée. Donc, on va utiliser la fonction sqrt du package NumPy, donc np.sqrt. Ensuite, on doit transposer, nous devons transposer V. Donc, c'est np.transpose de
V, fantastique. Ensuite, nous devons multiplier cela par H, d'accord? Donc je fais le produit matriciel fois H et produit matriciel fois V. Et donc, il y a une petite erreur. Hmm, Alors, 2 secondes. Man indent as a Mitchman in score dimension. NP transpose V at H fois V. np.sqrt, np transpose A. Alors, donc visiblement, il y a un problème de dimension sur le premier calcul du résultat. Donc normalement, on a V qui est de dimension. Donc c'est bien V fois la transposée de A. Donc V, il est de dimension 0, 2. Ok, donc et sans ce résultat-là, est-ce que ça fonctionne? Ok. Donc juste... Alors, donc c'est bien là où il y a un problème, c'est au niveau de res 1. Donc car on a V qui est de dimension... Donc on a une ligne, et 2 colonnes, et la transposée de A. Ouais, donc c'est pour ça que le produit matriciel ne va pas exister. Donc je vous remercie pour votre attention et désolé pour le problème au niveau du V, il faut la transposer de A.